Nous allons passer à la seconde partie donc, sur la question des garanties et des droits pour les travailleurs. Donc, on a vu qu'un certain nombre de questions étaient posées, bien au-delà d'ailleurs de simplement la question de l'intelligibilité ou du débat sur l'objectivité et de la transparence. On a vu que plusieurs questions se posaient sur l'impact, je dirais, de l'utilisation des algorithmes sur le management au quotidien. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir, du coup, on a évoqué un certain nombre de balises. On a parlé par exemple du stress test, de l'accès à un certain nombre aux représentants du personnel, etc., un certain nombre d'éléments. Mais par-delà ça, quels sont, à votre avis, les droits et les garanties auxquels il faut veiller et de quelle manière peut-on y veiller je dirais, en agissant donc sur le cadre applicable aux algorithmes? Alors, je crois qu'on va commencer, Clémentine, on va faire ça dans le même ordre Par que, Angèle, oui, tout à voilà, on va fait. commencer par Très bien. Angèle dans le même ordre que tout à l'heure. Voilà. Angèle, à vous la parole. Oui, très bien. Alors, écoutez, je pense que la question est un peu différente en fonction de si l'on parle de travailleurs qui opèrent dans des organisations du type traditionnel, enfin, c'est-à-dire des organisations qui ont un dedans, un dehors, je veux dire, où c'est clair qui est un employé, qui est on va dire, comment on appelle ça, un freelance, et qui est hors de l'organisation, et les travailleurs qui travaillent pour les plateformes où il me semble que la situation est assez différente. Alors, pour les organisations traditionnelles, il me semble que la question de la protection des travailleurs est assez bien encadrée. Et bon, moi, je vois ça plutôt du côté américain, donc je connais, enfin, pardon, bref, mais un peu moins du côté français. Donc, je laisserai mes collègues plus spécialistes du cas français aborder ces questions. Mais il me semble que ça peut rentrer de façon assez, ou être ajouté de façon assez claire au système existant de protection du travail, notamment en termes de protection de la vie privée, de législation contre les formes de discrimination, etc. En ce qui concerne les travailleurs des plateformes, il me semble que la question est beaucoup plus complexe, en grande partie parce que les plateformes sont très habiles pour, on va dire, éviter les cadres d'analyse existants, ou se positionner hors des cadres d'analyse et des cadres juridiques existants, ce qui, je veux dire, est en termes d'innovation tout à fait intéressant. Mais donc, en ce qui concerne, il me semble, la question de la protection des travailleurs des plateformes, là, c'est une vraie question, et c'est une question complexe, c'est une question à laquelle, il me semble, il n'y a pas de réponse simple. Donc, il y a toutes les propositions qui disent salarions tout le monde. Bon, d'accord, est-ce que c'est possible? Traitons tout le monde en tant qu'employé. D'accord, est-ce que c'est possible? Jusqu'à présent, les systèmes, enfin, les initiatives afin d'avancer dans ces directions n'ont pas exactement été couronnées de succès. Il y a un ensemble d'autres propositions qui consistent à dire créons des structures de médiation et de représentation des travailleurs de plateforme, donc soit via des formes de type syndical, soit via on va dire des représentants, un peu des sortes de représentants du personnel, etc., soit via, on va dire, des formes d'action sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est hashtag activism, qui quand même, jusqu'à présent, ont l'air d'être celles qui marchent le mieux, avec l'idée de boycotter un certain nombre de plateformes du fait de leurs pratiques d'emploi et leurs pratiques, on peut dire quand même, de maltraitance d'un certain nombre de travailleurs. Donc, voilà. Moi, ce que je dirais à partir de mon travail sur notamment les influenceurs, qui sont des travailleurs de plateforme, c'est pas des conducteurs Uber, mais c'est pourtant à peu près quand même le même genre de situation en termes structurels, vu qu'ils travaillent principalement avec YouTube, Instagram, donc Facebook, Google et TikTok. C'est que il me semble que la structure même des plateformes, d'une certaine façon, et on va dire leur rapport aux travailleurs, et rend même toute forme d'action collective assez compliquée. Et ça rend toute forme d'action collective assez compliquée pour un ensemble de raisons. La première, c'est que c'est quand même des formes de travail très individuelles, donc avec quand même une sorte d'idéologie de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire chacun est son propre entrepreneur, chacun a la maîtrise de la flexibilité du travail, chacun peut devenir riche et devenir un millionnaire sur TikTok, etc. Et ces formes idéologiques, bon, ça peut sembler assez lointain des questions d'action collective, mais c'est lié parce que ça fait que la plupart des travailleurs de plateforme ne se reconnaissent pas
dans les autres travailleurs de plateforme, ou pour le dire de façon différente, pensent que eux, ça va être l'exception. Et c'est quand même quelque chose qu'on reconnaît à la fois dans tous les travailleurs de plateforme, où ils disent « Ah oui, 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 je sais qu'il y a beaucoup d'autres influenceurs ou beaucoup d'autres conducteurs Uber qui galèrent, c'est vraiment dur pour eux, mais moi, ça va aller. » Donc voilà, donc c'est aussi, moi je pense que ce qui est intéressant dans le cas des plateformes, c'est de voir comment, on va dire, le modèle économique des plateformes, donc avec quand même voilà, cette idée d'entrepreneuriat, cette logique de l'entrepreneuriat et cette logique, on va dire, de métrique et de visibilité et de classement qui détermine quand même d'une certaine façon le succès des travailleurs sur les plateformes et donc leurs revenus, en fait, va un peu contre des formes un peu plus traditionnelles de protection des travailleurs et de mobilisation collective des travailleurs. Après, encore une fois, je pense que, et pour en revenir un peu à des choses qu'on disait avant, hein, l'avantage des technologies numériques, c'est que c'est bon et c'est mal, et il y a un peu des deux, et de toutes les façons, elles sont là, donc il n'y a pas vraiment à négocier, mais c'est que de la même façon qu'on voit en fait une certaine forme idéologique qui va à l'encontre de modèles traditionnels, on va dire hérités du 19e et du 20e siècle sur la représentation et la protection des travailleurs, on voit également d'autres formes d'activisme émerger. Et donc, encore une fois, là, j'en reviens aux réseaux sociaux qui sont quand même jusqu'à présent une des façons les plus directes, on va dire, d'interpeller les employeurs et les plateformes sur, on va dire, des choses que typiquement les usagers, les utilisateurs ou les travailleurs estiment problématiques. Je pense également au développement de tout un ensemble de discours interdisciplinaires, de think tanks, de do tanks, enfin bref, de tout ce qu'on veut tanks, qui réfléchissent aux façons de rendre les plateformes et les systèmes algorithmiques qu'elles mobilisent plus transparents, plus objectifs, plus justes, etc. Et au développement de nouveaux dialogues interdisciplinaires entre les compagnies de technologie et le monde de l'activisme et le monde de la recherche. Et bon, là, je pense qu'on peut parler notamment des grandes compagnies de technologie aux États-Unis qui maintenant ont tous des départements de recherche. Bon, certaines d'entre elles en licencient une grande partie quand ces départements de recherche disent des choses que les compagnies de technologie n'ont pas très envie d'entendre. Mais enfin, il me semble qu'il y a quand même le développement d'un nouveau dialogue, voilà, de nouvelles formes d'interaction entre public, privé, mouvements syndicaux, mouvements de travailleurs, universitaires, journalistes, etc. Donc, tout ça pour dire que je pense que c'est en flux et que sans doute une grande partie des solutions, ou en tout cas des façons de s'impliquer dans ces questions de protection des travailleurs devra être différentes des formes de protection de travailleurs qui ont émergé au sein du capitalisme de type fordiste et on va dire de la première et la deuxième révolution industrielle, parce qu'encore une fois, on est désormais dans des catégories qui sont assez différentes et assez mouvantes.